à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point lecture. Je profite d'une accalmie chez les travaux des voisins en espérant que j'aurai le temps de terminer cette vidéo, mais rien n'est moins sûr. Si les travaux reprennent et que vraiment c'est trop gênant, je serai obligée de couper et de reprendre demain matin. Mais c'est pas très grave. Bref, du coup j'ai 4 lectures à vous présenter, dont 2 coups de cœur. Donc on va commencer tout de suite avec... Attendez. Alors on commence donc avec mon premier coup de cœur qui est donc Utopia de Camille Le Boulanger, paru aux éditions Argile, qui est donc une utopie comme le titre l'indique. Et j'ai vraiment adoré cette lecture, qui est d'ailleurs pour beaucoup pour mon obsession actuelle pour l'utopie, puisque depuis que j'ai lu ça, alors j'avais lu 1 ou 2 livres avant qui étaient déjà, enfin qui tournaient autour de certaines des thématiques, enfin voilà, on voyait quand même un petit peu déjà l'affiliation à la thématique utopie, mais depuis que j'ai lu ça je suis tombée dans une obsession pour l'utopie mais aussi pour la dystopie, du coup, parce que je trouve que c'est quand même difficile de séparer totalement les deux, parce que bah quand on travaille autour du concept de l'utopie ou de la dystopie, bah forcément en creux on parle un petit peu de l'autre et tout, enfin bon bref, en ce moment je suis à fond là-dedans et c'est en grande partie à cause de ce livre que j'ai donc absolument adoré, qui va nous parler et nous mettre en place une société utopique qui est fondée sur beaucoup d'idées, mais notamment une des idées principales de cette société, c'est le salaire à vie, c'est-à-dire que tous les habitants de cette société, quand ils sont adultes, ont le droit à un revenu régulier, voilà, peu importe ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas de leur journée. Mais ça c'est qu'une seule idée de l'utopie et on reviendra sur un petit peu plus les concepts de l'utopie, les concepts de cette société plus tard. Tout d'abord, j'ai absolument adoré le format de ce roman, pas le format pavé, même si j'ai bien aimé qu'il soit long, mais plutôt je parle du format de l'autobiographie fictive, qui est un format que j'aime beaucoup, c'est-à-dire un narrateur qui est aussi le personnage principal, qui va nous raconter toute sa vie depuis son enfance jusqu'à, bon bah pas jusqu'à sa mort, mais quand même en général il est assez avancé en âge. Et une chose que j'aime beaucoup dans ce format, c'est que bah comme c'est une autobiographie, même si elle est fictive, on va pas mal s'attarder sur l'enfance et l'adolescence du personnage, tous les moments fondateurs de sa personnalité, tous les moments marquants qui vont orienter sa vie dans une direction, et j'aime beaucoup ce côté un petit peu... voilà, d'avoir une vision de l'ensemble de la vie d'un personnage et de le voir vraiment évoluer, de voir nous en tant que lecteur, de voir les passages où bah, il est face à une bifurcation et le chemin qu'il va choisir et tout. Je trouve que c'est vraiment un format que j'aime beaucoup, notamment parce que ça permet aussi de s'identifier au personnage, enfin, en tout cas personnellement ça m'a permis d'avoir beaucoup d'attachement pour ce personnage, bah voilà, de pas s'attacher à lui quand on le connaît aussi intimement. Je sais qu'il y a des gens qui ont lu Utopia et qui au contraire se sont pas du tout attachés au personnage, qui l'ont trouvé agaçant, qui l'ont pas aimé, qui l'ont trouvé antipathique. Alors c'est vrai que par certains côtés il est agaçant, mais il est surtout profondément humain, donc forcément il a des défauts, forcément il a un caractère qui n'est pas parfait, et parfois il fait des bêtises, notamment dans sa jeunesse. Il y a quand même des moments où on a envie de le secouer et lui mettre des claques, mais bah voilà, c'est pas un personnage parfait, c'est juste un personnage normal. Ce format justement de l'autobiographie fictive, c'est un format que j'avais beaucoup aimé aussi dans Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, qui est je crois une des inspirations de l'auteur, enfin je suis même quasiment sûre, il y a quand même beaucoup de choses qui font référence, qui est aussi une utopie, mais pour le coup une contre-utopie, et on a aussi ce personnage narrateur qui nous raconte sa vie sous le format de l'autobiographie, et j'aime. D'ailleurs je sais pas ce que revendique Camille Le Boulanger sur son bouquin et l'affiliation aux dépossédés, mais personnellement je le reprends, enfin je le sens un petit peu comme une volonté de faire une sorte de Les Dépossédés mais moderne, et ce format du coup de l'autobiographie fictive pour parler d'une utopie ou d'une contre-utopie, enfin bon bref, pour être sur ces idées là, je trouve que c'est un format qui est très difficile et qui est assez casse-gueule, puisqu'en fait on a 2 points d'intérêt dans le roman. On a à la fois tout ce qui va concerner l'utopie, tout ce qui va concerner le propos sur la philosophie politique, sur bah voilà, la politique, l'économie, la sociologie, qui a besoin d'être assez consistant, assez crédible et assez fourni pour que c'est l'intérêt, pour qu'on puisse bah voilà, se projeter dans cette société. Et en même temps il faut que, bah comme c'est quand même de la fiction, il faut qu'il y ait un intérêt narratif, il faut qu'on s'attache au personnage, surtout comme c'est un gros pavé, il faut quand même que l'auteur crée suffisamment d'intérêt pour nous pousser de la première page à la 600 et quelques, combienième page à la, voilà, il y a 650 pages dans le roman, et c'est assez difficile puisque c'est toujours un jeu d'équilibriste, je pense, d'à la fois faire en sorte qu'il y ait assez de contenu, assez de richesse au niveau politique, au niveau de l'utopie. Je pense quand même que la volonté première de l'auteur dans ce roman, c'est de nous montrer qu'une société future utopique est possible, de nous voilà présenter un futur enviable. Donc il a certainement envie d'étaler plein de théories, plein de choses sur le fonctionnement de cette société, mais bah, c'est pas de la non-fiction, c'est pas un traité de théorie politique. Si on a envie de lire un traité de théorie politique, on choisit pas de la fiction. Il faut toujours que le contenu sur la société soit rattaché, enfin soit articulé à quelque chose qui va concerner le personnage, à quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Et j'ai trouvé, même si c'est pas
pas parfait, que quand même l'auteur s'en sortait très bien sur cet équilibre là. Alors même s'il y a des moments, attendez parce que j'ai quand même pris des notes et je voudrais pas les perdre, zut. Même s'il y a des moments où j'ai un petit peu décroché, parce que forcément sur 600 pages on a des moments un petit peu plus creux, j'ai aimé l'équilibre. J'ai trouvé que bah voilà, j'étais portée par la vie du personnage, j'étais portée par mon intérêt pour lui, et tout le contenu à côté sur la société était super enrichissant. Pour l'histoire ça va aller très très vite parce qu'il n'y a pas vraiment une histoire super développée. On va rencontrer donc le personnage de Humo. Ce qui me fait penser d'ailleurs que les prénoms dans ce bouquin sont absolument tous éclatés au sol. Vraiment je sais pas ce qu'a fait l'auteur, mais je pense que pour choisir les prénoms il a dû jouer avec des fléchettes et des lettres de Scrabble, jeter les trucs au hasard, je sais pas, même bref, il y a... bon bref. Du coup on rencontre notre personnage narrateur quand il est enfant, je sais pas, il doit avoir une petite dizaine d'années, et il vit sa petite vie d'enfant tranquillement dans son village, et en fait en suivant son quotidien, puisque on est vraiment, c'est le quotidien d'Humo en permanence dans le livre, on va découvrir qu'il vit dans une société très différente de la nôtre, et toujours en suivant son quotidien, on va voir en quoi cette société est différente, on va voir comment elle fonctionne, on va voir quelles sont les valeurs que les adultes apprennent aux enfants. Déjà le réceptacle de plein d'idées, il y a des choses qui pour lui sont absolument normales, comme le fait qu'on n'a pas de propriété, voilà, qu'on peut pas être propriétaire d'une rivière, qu'on peut pas, enfin voilà, que la propriété c'est tout un truc dans le roman. Pour lui c'est tout à fait normal, mais il y a toujours des choses qu'il doit apprendre, et comme les adultes vont lui expliquer, en tant que lecteur on va aussi mieux comprendre les valeurs de cette société. Et en fait en gros l'histoire c'est ça, si on va suivre la vie de Humo, qui est une personne, un garçon tout à fait normal, qui va vivre une vie tout à fait normale dans cette société. Il va donc grandir, devoir quitter son village, devoir étudier, choisir un métier, qui va, bah voilà, un peu un roman d'apprentissage. Il va rencontrer des gens, il va partir à d'autres endroits, il va se sentir déraciné, il va rencontrer d'autres gens, il va tomber amoureux, il va avoir des amis, il va bouger, il va changer de métier, enfin bon bref, une vie normale. Donc en découvrant la vie de ce personnage, on va aussi découvrir tout un tas de facettes de cette société, puisqu'il va aller à plusieurs endroits, il va évoluer, il va déménager, enfin bon bref, il va vivre toute une vie, donc il va forcément bouger. On va découvrir plein de choses sur cette société, on va découvrir comment ils étudient, comment ils trouvent leur premier travail, comment ça se passe au travail, comment ils trouvent leur premier appartement, comment ça se passe dans les colocations, comment ils envisagent les relations humaines, et ça notamment le point des relations humaines c'est très central dans le roman, puisque c'est une vie tout à fait normale, donc l'essentiel de la vie du personnage c'est les émotions, c'est ses émotions, c'est ses amis et les personnes qu'il aime. Donc on a beaucoup de choses sur les relations interpersonnelles, sur l'amitié, sur l'amour, sur plein de variétés entre l'amour et l'amitié, enfin vraiment il y a tout un truc là-dessus. L'histoire n'a rien d'exceptionnel, et si vous attendez à une histoire spectaculaire avec des rebondissements, des trucs et des machins, vous n'aurez absolument pas ça dans ce livre, parce que c'est tout simplement pas l'idée, c'est tout simplement pas le concept. Mais personnellement je me suis pas ennuyée pour autant, au contraire je me suis tellement attachée au personnage, j'avais envie de voir ce qu'il allait devenir, j'avais envie, parce qu'il y a une relation amoureuse, j'avais envie de savoir est-ce qu'ils allaient se retrouver, est-ce que ça allait fonctionner, mais en même temps il y a d'autres personnages dont on dit mais il fait n'importe quoi, faudrait qu'il fasse plutôt ça. Et en fin de compte j'ai même assez apprécié cette pause dans ma vie de lire sur 650 pages la vie d'une autre personne. Je trouve que c'est assez reposant, c'était réconfortant, et en même temps c'était assez stimulant, parce que alors forcément en fait ce qui est intéressant c'est que quand on lit ce bouquin on a un côté à la fois, on se dit à la fois ok bah moi toute seule je peux pas changer d'un seul coup la société, je peux pas obliger le président à nous donner un salaire à vie pour tout le monde, j'aimerais bien pouvoir faire ça mais je peux pas. Mais par contre ce que je peux faire c'est traiter les gens de la même manière que les gens voilà se traitent, enfin interagissent dans le livre, et je sais pas, ça donne envie de tendre vers cette société idéale, et je pense que c'est quand même le but de l'auteur, de nous montrer que cette société idéale est à portée de main, et que on peut déjà commencer, et peut-être aussi de nous dire qu'on peut déjà à notre échelle mettre certaines choses en place, notamment sur les relations entre les personnes, mais aussi sur le rapport à la propriété, le rapport à la nature, qui sont des sujets extrêmement centraux dans le roman, puisqu'il y a tout un propos sur l'écologie, il y a tout un propos sur la propriété, et ça fait, bah forcément ça nous fait nous questionner, ça nous fait remettre beaucoup de choses en question. J'ai notamment beaucoup aimé toute la problématique sur la propriété, qui est vraiment ultra centrale dans le roman, et ce qui est intéressant c'est que le sujet de la propriété est vraiment décliné en plein d'autres sujets. On a vraiment la propriété matérielle, mais aussi on va parler, on a tout ce qui va concerner la propriété matérielle, mais aussi le sentiment d'appartenance, le sentiment de loyauté, ou le sentiment d'appartenance dans les relations, mais pas vraiment non plus, et le fait que les gens ne nous appartiennent pas, et les sentiments que ça peut engendrer, notamment il y a des questions de parentalité et tout. C'était très intéressant. Voilà, il y a plein de choses super intéressantes au sujet de la société que l'auteur va mettre en place. Je vous ai dit que ça reposait sur la théorie économique du salaire à vie, mais il y a certainement plein d'autres théories économiques que j'ai pas identifiées. Enfin, il y a plein de choses. Clairement l'auteur il s'est donné du mal pour nous présenter une société qui ait l'air crédible, qui ait l'air crédible. Évidemment
évidemment il y a certainement des failles dans cette société, il y a des choses qu'il passe sous silence, il y a des choses qu'il n'explore pas, et bon bah forcément c'est un roman de 650 pages, il peut pas parler d'absolument tout, il peut pas nous décrire en détail comment les lettres arrivent à tel endroit, comment ils font fonctionner l'électricité, bon forcément il peut pas parler de tout. J'ai vu qu'il y avait des gens qui critiquaient le fait que l'auteur ne parle pas de telle chose qui pourtant est essentielle dans une société, machin machin. Personnellement ça m'a pas gêné du tout, et bon évidemment qu'il y a des lacunes, évidemment que c'est pas parfait et que c'est pas complet, mais on peut pas attendre d'un roman qu'il nous présente un truc absolument parfait de toute façon. Non, les travaux reprennent. Il y avait d'autres critiques aussi sur la faisabilité de l'utopie, des gens qui disaient ouais non mais c'est pas possible, nanana nanana. Personnellement tout ça, ça m'est passé un petit peu au-dessus. De manière générale dans le roman, l'utopie n'a pas beaucoup d'adversaires, n'a pas beaucoup de contradictions, et c'est vrai que bon, on pourrait imaginer plus de contradictions, mais c'est pas grave. Personnellement ça m'a pas gêné plus que ça. Il y a un sujet qui m'a un petit peu chafouiné, c'est que je trouve que sur la question des animaux, l'auteur est complètement à côté de ses chaussures. Mais c'est un petit morceau d'un roman de 650 pages qui est très riche et qui fourmille d'idées, donc je me suis pas arrêtée dessus, voilà, on peut pas être d'accord sur tout. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce roman, et je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant pour la vidéo parce que les travaux ont repris et je pense que c'est pas très agréable pour vous. Je pense de toute façon que j'ai déjà pas mal parlé de ce livre, j'ai peut-être pas fait le tour mais je vous ai déjà dit beaucoup de choses, et j'envisage d'inviter l'auteur pour un live pour le début de l'automne pendant le Cocorico Challenge. Ça pourrait être très très cool de reparler de ça et de répondre à vos questions. J'en ai marre des travaux parce que je vous jure qu'il y a des travaux tout le temps dans cet immeuble. Du coup sur ce, je vous laisse ici pour l'instant et je pense que je vous reprends demain pour terminer ce point lecture, donc voilà, à demain. Alors on se retrouve, on est donc le lendemain matin et je vais continuer avec le point lecture en espérant que les travaux ne reprennent pas tout de suite. Là il est 8h. Ouais, il est 8h, donc je me dis que normalement j'ai quand même une petite demi-heure avant que les travaux reprennent. Oui, puisque du coup j'ai croisé le voisin du dessus et il m'a dit qu'il y aurait des travaux aujourd'hui, mais que surtout il y aurait des travaux jusqu'à fin juin. Donc bref, du coup on continue avec le point lecture et on continue avec Pollen de Joël Winterburt que j'ai aux éditions Poche du Diable Vauvert. C'est un roman d'utopie contre utopie, féministe, mais c'est un petit peu bizarre en fait, je saurais pas trop le situer. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Un classique de la SF féministe française, lauréat du prix Rosny est né 2003. Déjà là-dedans il y a pas mal de choses qui m'interrogent parce que le livre est paru en 2002 je crois. Et je trouve que pour un livre paru en 2002, je le trouve assez daté sur pas mal de choses, notamment sur la question de la sexualité, sur la plume, sur plein de choses. J'ai une impression très Marion Zimmer Bradley. Je sais pas, j'avoue, je crois que je suis passée un petit peu à côté du roman, et sinon ils disent que c'est comparable aux utopies ambiguës d'Ursula Le Guin. Sur ce point là j'avoue que c'est vrai que le côté utopie est très très ambigu, et d'ailleurs c'était hyper intéressant, et c'est pour ça que j'ai quand même bien aimé le roman. Enfin mitigé, mais pour le côté positif j'ai bien aimé le fait que l'utopie justement soit aussi ambiguë, justement parce que en fait c'est puisqu'en fait c'est une utopie qui ne concerne qu'une seule partie de la population. Pour une certaine partie de la population, les femmes, c'est une utopie, et pour les hommes on n'est pas du tout dans l'utopie. Et c'est assez intéressant puisque dans ce cas là on se dit bah si l'utopie n'est pas universelle, si l'utopie elle n'est pas pour tous, ça peut pas être une utopie. Et d'ailleurs c'est bien ce qui va poser problème dans le roman. Pour l'histoire, on est donc dans le futur, l'humanité s'est voilà, baladée dans l'espace et on va se retrouver sur la planète de Pollen. Ce qui s'est passé quand l'humanité a commencé à coloniser Pollen, c'est qu'il y a eu des conflits dans le vaisseau voilà, qui a amené l'humanité dans le coin. Je commence à entendre des bruits en haut, j'espère qu'ils vont pas commencer si tôt. Et en fait quand ils sont arrivés sur la planète, il y a eu des problèmes, notamment il y a eu beaucoup de violence, il y a des hommes qui se sont révoltés et qui ont failli tuer tout le monde, mais grâce à l'intervention de certaines femmes, de certaines matriarches, la révolution, enfin la révolte, c'était pas vraiment une révolution mais bref, cette espèce de pic de violence a été réglé en fait, et grâce aux femmes il reste des survivants parce que sinon tout le monde serait mort. Ils sont descendus sur la planète, c'est les femmes qui ont pris le pouvoir, qui ont instauré une société matriarcale, et elles ont décidé que sur la planète, enfin sur la surface, il n'y aurait que des femmes et que les hommes seraient envoyés en orbite dans un satellite qui s'appelle le Bouclier, et où en fait on va élever des enfants, des garçons, pour qu'ils deviennent des guerriers. Autre chose sur cette société qui est très importante, c'est qu'ils ont mis au point un procédé, enfin une technologie scientifique qui permet de contrôler toutes les naissances, et donc sur la surface ils ne naissent que des triplés qu'on appelle des triades, et donc c'est 2 filles pour un garçon, c'est tout le temps pareil, voilà, c'est que des groupes de triplés, 2 filles, un garçon qui naissent. Que dans l'espace sur le Bouclier ce ne sont que des garçons qui naissent pour qu'ils puissent être élevés et devenir des guerriers. Donc autant dire que entre la société qu'il y a à la surface et la société qu'il y a dans l'espace sur la station orbitale, c'est très différent, ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs. À la surface, dans la société matriarcale, on a vraiment
un tabou de la violence. La violence c'est vraiment très très mal vu, c'est pour ça d'ailleurs qu'on considère que les hommes sont inférieurs aux femmes parce qu'ils sont plus violents, c'est pour ça qu'on les envoie dans l'espace, machin et tout. Enfin vraiment il y a tout un truc là-dessus. Ces triplés qui naissent à la surface ont des relations vraiment très étranges puisqu'ils sont vraiment extrêmement soudés, c'est vraiment... voilà, ils ont un amour les uns pour les autres qui est extrêmement fort, qui est fusionnel et qui est aussi incestueux puisque parfois leur amour va jusqu'à bah voilà, des pratiques sexuelles. Donc c'est vraiment très perturbant. Vraiment sur la question sexuelle il y a plein de choses qui m'ont mise mal à l'aise puisqu'en fait la sexualité était vraiment vue comme une arme, comme un moyen, un outil de domination, comme un moyen de manipulation aussi, donc c'était vraiment très malaisant. En fait ce qui va se passer dans le roman c'est qu'on va être à la surface, on va suivre un groupe de triplés dont le garçon va commettre un crime, ce qui fait qu'il va être banni de la société utopique parfaite de la surface, enfin parfaite en théorie, de la surface, et qui va être exilé sur le bouclier, et son départ va totalement ravager ses sœurs, notamment une d'elles va être tellement triste qu'elle va décider de prendre, enfin elle va prendre des décisions vraiment très radicales et très dangereuses pour être elle aussi envoyée sur le bouclier. Pour ça elle va devoir manipuler, faire des choses pas toujours très jolies, et l'autre sœur qui va rester à la surface va être totalement bah voilà, brisée par le départ de ces deux jumeaux, et elle va décider de se lancer en politique, ce qui va nous mettre un nez bah, dans un petit peu les rouages politiques de cette société, et on va commencer à voir que, bon, comme on s'en doutait évidemment avant, qu'elle n'est pas du tout utopique. On va découvrir un petit peu toutes les tensions qui agitent cette société, tous les troubles qu'il y a liés à ces inégalités, que ce soit à la surface mais aussi dans le bouclier. Et voilà en gros pour l'histoire. Sur le propos de fond c'était donc assez intéressant, mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été... trop malaisée par l'ambiance, par les sentiments. En fait je me suis pas attachée du tout aux personnages, alors que les personnages avaient des émotions extrêmement fortes, et que ça aurait dû être bah voilà, justement un roman plein d'émotions, puisqu'il y a quand même bah, l'exil à la surface, il y a des choses très tragiques qui se passent, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... voilà, enfin bref, ça aurait dû être plein d'émotions, mais personnellement ma lecture a été vraiment très plate. Je ne me suis pas du tout attachée aux personnages, et en fait j'avais vraiment ce sentiment que l'autrice me disait que les personnages ressentaient telle chose, mais moi je le ressentais pas. Donc voilà, en gros ma lecture, j'étais assez distante par rapport aux événements, et en plus il y a plusieurs fois où je me suis dit je vais arrêter parce que je sais pas, j'étais pas dedans. Les 50 premières pages j'étais vraiment très gênée, puisque c'est bizarre, il y a vraiment un truc... ouais, sur ces relations incestueuses entre frères et sœurs, voilà, c'est quand même... faut passer le cap quand même, et en fait je pense que je l'ai continué uniquement parce que j'étais dans le train et que je n'avais que ça à lire, j'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc je l'ai continué, et je suis contente de l'avoir lu, je suis contente d'être arrivée à la fin, mais franchement c'était pas non plus une lecture, voilà, c'était pas une lecture incroyable, je sais pas quel souvenir je vais en garder. Alors on passe à la suite avec un roman qui a été un énorme coup de cœur, j'ai vraiment adoré le premier tome du cycle de Sif. Donc le premier tome c'est L'Enfant de poussière de Patrick Dudney. On l'a comparé à Robin Hobb, on a comparé la plume à celle de Stéphane Plateau, donc les exigences étaient quand même assez hautes, et je dois dire que j'ai pas du tout été déçue parce que vraiment j'ai adoré cette lecture. D'ailleurs j'ai tellement adoré cette lecture que je l'ai terminée il y a 2 jours, et je suis déjà allée chercher le tome 2, et j'ai déjà commencé le tome 2 d'ailleurs, puisque vraiment je n'avais qu'une envie, c'était retrouver l'ambiance, retrouver la plume, retrouver surtout le personnage de Sif qui est tellement... j'adore. En fait ça me rappelle vraiment mes souvenirs de lecture de l'Assassin Royal, la première fois que j'ai lu l'Assassin Royal et que je me suis enfilé la saga entière de l'Assassin Royal, j'ai pas lu les autres, durant l'été, et vraiment je pensais qu'à ça, j'étais à fond dedans et tout. Bah là ça me rappelle exactement la même chose, c'est les mêmes émotions de lecture, et autant dire que ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi pleinement investie dans une lecture émotionnellement et tout. Enfin vraiment je suis à fond dedans et j'adore ma lecture. Une saga de fantasy dans laquelle on va suivre le personnage de Sif qu'on rencontre quand il est enfant. C'est un orphelin qui vit avec 3 autres orphelins dans une ferme, mais qui sont voilà globalement un petit peu laissés à eux-mêmes quand même, puisque la personne qui s'occupe de l'orphelinat est une veuve. En fait elle tient une ferme à la base, c'est juste qu'on lui a dit bon bah voilà, puisque t'as de la place prends les gamins avec toi, mais bah voilà, ils sont quand même laissés à eux-mêmes, donc ils passent leur temps à se balader en ville, à piquer des pommes, et de temps en temps ils descendent un petit peu à l'extérieur de la ville, là où se rassemblent les clans. Sont un autre peuple avec lequel le royaume a été en guerre, mais depuis les relations se sont beaucoup apaisées, et les clans ont développé ils ont plutôt une culture nomade, ont développé du commerce. Donc voilà, ils font du commerce, mais ils ont une culture qui est quand même très différente de celle de la ville, une culture qui est quand même beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus égalitaire, et avec bah voilà quand même des différences assez marquées. C'est un enfant qui est globalement comme les autres, qui n'a pas une vie toujours facile, parce qu'ils ont quand même assez souvent faim, jusqu'au jour où il va
commettre, il va faire une bêtise, ce qui va l'amener à rencontrer la garde, bah voilà, en gros la police qui s'occupe de tout ça dans le royaume. Il va attirer l'attention d'un des chefs de la garde qui va décider de faire de lui son espion. En fait, petit à petit, il va se retrouver au cœur d'une énorme embrouille qui va lui attirer beaucoup de problèmes et ça va être le début de beaucoup de problèmes. Voilà, beaucoup de problèmes qui vont attirer beaucoup de problèmes. En fait, il y a énormément d'étapes dans sa vie, énormément de changements, énormément de bouleversements, puisqu'en fait, il va se retrouver à devoir faire quelque chose à un moment, soit qu'il va y avoir un truc qui va mal se passer, ou il va se passer un truc qui va devoir partir, et ça va être ça plein de fois dans le roman. Il y a plusieurs figures d'adultes qui vont bah voilà, servir soit de mentor, soit de figure paternelle, et il va y en avoir plusieurs, et à chaque fois il va se passer des trucs, et vraiment, parfois c'est vraiment mais tellement triste, mais vraiment, il y avait des passages qui me faisaient tellement mal au cœur. Et voilà pour l'histoire. En fait, on va suivre la vie de ce personnage qui a une vie très mouvementée, très riche, très variée, dans une période qui est très troublée, puisqu'en fait le roi du royaume est mort, ce qui fait que les duchés qui composaient le royaume n'ont plus le pacte de non-agression. Il commence à se passer des choses, et en même temps on sent que notre personnage est lié à quelque chose d'autre, qu'il y a quelque chose d'autre chez lui qui serait lié à de la magie, mais on sait pas trop, et j'imagine qu'on va découvrir un petit peu tout ça par la suite. C'est un univers qui est vraiment très vaste, et dans le premier tome on ne fait bah voilà qu'effleurer, puisque le personnage ne peut pas aller dans tout l'univers en un seul tome. Par contre, déjà en un tome on va découvrir 3 cultures différentes: la culture du royaume, la culture des clans, mais aussi la culture d'un peuple de guerriers montagnards. Les différentes cultures, j'ai trouvé que c'était super bien fait. D'ailleurs l'auteur est anarchiste, et ça se sent beaucoup dans bah voilà, ce qui va fonder ces autres cultures. On m'avait demandé à un moment, j'étais au début de ma lecture, si ça se sentait que l'auteur était anarchiste, et j'avais dit bah non, pas trop, à part certains éléments de la vie des clans, mais finalement quand on avance dans le roman il y a tout un truc qui fait vraiment très fort penser à l'anarchisme. L'auteur a vraiment une très belle plume, vraiment il a des descriptions, c'est très beau, il a vraiment un style qui est à la fois fluide mais qui est quand même très riche en vocabulaire, très riche en métaphores, en images, et il y a vraiment des très belles descriptions de la nature. Alors parfois peut-être un petit peu trop, puisque c'est vrai que oui, j'ai pas précisé, mais le rythme est vraiment très lent. Vraiment, si vous voulez beaucoup d'action, si vous voulez que ça bouge, qu'on reste pas souvent au même endroit, ne vous attendez pas à ça, puisque voilà, c'est lent quand même, le personnage ça prend son temps, parfois il reste plusieurs semaines dans la même situation et on attend que ça se débloque, et on attend, enfin bref, c'est quand même un rythme assez lent, parfois trop à mon goût je dois dire. De manière générale ça m'a pas gêné, mais il y a quand même eu des passages où j'avais envie qu'on avance, parce que justement, pour revenir aux descriptions de la nature, on a beaucoup de passages où le personnage est à différents endroits de la nature, que ce soit bah voilà, la forêt, la montagne, et dans ces moments là c'est vrai qu'on a beaucoup de descriptions de la nature, des sentiments du personnage dans la nature. C'est assez introspectif, mais c'est vraiment beau, et c'est vrai que les descriptions de la nature sont très belles, sont très immersives, adorées, et j'ai beaucoup aimé la manière dont les émotions du personnage sont investies. Vraiment, on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'introspection, et j'ai trouvé que bah voilà, ça permettait d'énormément s'attacher au personnage. Ça crée beaucoup d'empathie pour lui, parce que bah, il vit des situations vraiment difficiles qui le bouleversent, et c'est beau en même temps de voir cet enfant qui, bon c'est triste hein, clairement c'est triste à plein de moments, mais c'est aussi beau de voir bah, cet enfant se forger et avancer et traverser plein de choses. Enfin vraiment, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré cette lecture. J'ai hâte de savoir si le personnage va réussir à retrouver des gens qu'il aime, j'ai hâte de savoir quel va être son rôle dans tout ça. Enfin voilà, vraiment un excellent livre, avec en seul bémol pour moi le fait que le rythme soit quand même assez inégal à certains moments. Ah oui, et autre chose, la fin est très précipitée, et d'une manière où j'étais un petit peu non, faut pas aller aussi vite comme ça. Pendant un bon moment il se passe pas grand chose, et on attend qu'il se passe quelque chose, et finalement quand il se passe quelque chose, en 20 pages la situation du personnage va être totalement chamboulée, et il y a des choses qui vont vraiment trop vite, ça va trop vite, du coup on n'est même pas touché par certains trucs qui se passent, et j'ai trouvé voilà que vraiment les 30 dernières pages étaient beaucoup trop précipitées à mon goût, et j'ai trouvé que c'était vraiment mais quand je dis 30 pages, je crois que même en 10 pages je crois qu'en 10 pages la situation change du tout au tout. Donc je sais pas trop ce qu'a voulu faire l'auteur. Est-ce que cette espèce de détachement c'était pour nous montrer que le personnage il est tellement choqué de tout ce qui arrive que lui aussi il est détaché de ses émotions? Je sais pas. Voilà pour cette lecture qui était un gros coup de cœur. Vraiment lisez cette saga, parce que je pense que ça va être une de mes plus belles découvertes de l'année. Et on termine, ça fait déjà, j'ai beaucoup trop parlé déjà. Je disais donc on termine avec le tome 2 de Megapole de N.K. Jemisin, qui est donc le deuxième tome, enfin le dernier tome de la duologie. C'était prévu pour être une trilogie, mais finalement l'autrice explique à la fin du livre qu'au vu des événements qui se sont passés, notamment le Covid, certains trucs politiques, ce qu'elle avait prévu pour sa trilogie n'a pas pu se faire comme elle le voulait, ça marchait plus, voilà, ça fonctionnait plus, et je crois que certains événements ont un petit peu asséché son imagination. Je crois qu'elle a passé une période un petit peu
un petit peu vide, mais bon bref, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête non plus. Bref, du coup, le deuxième tome de la duologie Mégapole de N.K. Jemisin, donc deuxième tome, Némésis de la Cité, qui m'a été envoyé par les éditions J'ai lu et que j'ai vraiment adoré. J'adore cette duologie qui est tellement bizarre, mais alors vraiment c'est très bizarre, mais je crois que j'ai quand même préféré le tome 1 parce qu'en fait j'ai quand même senti à ma lecture le fait qu'il y ait eu un changement de route, de perspective de la part de l'autrice. Je pense qu'elle a été obligée de conclure, bah voilà, déjà elle a fait 2 tomes au lieu de 3. Je pense qu'elle a été obligée de changer de voix et de conclure d'une manière, je sais pas si c'est comme ça qu'elle l'aurait fait. J'ai l'impression qu'on a quand même une bifurcation, qu'il y a des choses qui sont évoquées dans le tome 1 qui sont pas vraiment reprises dans le tome 2. Alors ça empêche pas que l'intrigue fonctionne très bien, ça empêche pas qu'on a un dénouement voilà, qui fonctionne, que tout va bien sur ce côté là, mais c'est un petit peu plus précipité. Bah voilà, c'est fait en 2 tomes au lieu de 3 et je trouve que ça se sent quand même un petit peu à la lecture. Après je vous avoue que je lis pas, enfin bon si je lis pour l'intrigue, mais l'intérêt de ce livre c'est pas tant comment ils vont se sortir de leur embrouille, c'est l'histoire, le concept et l'ambiance qu'elle a créée. Dans le premier tome, je commence à avoir faim, j'aurais peut-être du petit déjeuner avant de lancer la caméra. Je disais, dans le premier tome on va se trouver à New York et on va rencontrer plusieurs personnages qui du jour au lendemain vont se retrouver à être la ville de New York, à incarner la ville de New York, et à une espèce de magie des villes qui va se produire qui fait qu'ils vont devenir la ville. Chaque personnage va correspondre à un arrondissement et ils vont devenir leur arrondissement, ils vont sentir leur arrondissement dans leur être, ils vont être connectés, enfin bref, en fait par une magie spéciale ils deviennent l'incarnation humaine de la ville. Et en fait il se trouve que cette espèce de magie va se produire puisque la ville est sur le point de se transformer sur le plan du multivers et de son existence métaphysique dans l'univers. Enfin bon, c'est un petit peu perché, vous commencez à le voir. En fait la ville est en train de devenir et de grandir une cité, c'est à dire qu'elle est en train de passer sur le plan métaphysique supérieur, sauf qu'en fait pendant cette naissance de la ville en cité, elle est attaquée par une force inconnue, une force magique néfaste et mauvaise et malveillante qui vient justement du multivers et qui veut pas que la ville naisse, puisque bah, je vous laisse découvrir pourquoi, mais en gros la ville est attaquée par des espèces de créatures un petit peu Lovecraftiennes, par des tentacules. C'est un petit peu bizarre et nos personnages vont devoir lutter pour, bah voilà, pour garder le contrôle de la ville, pour que la ville devienne une cité. Mais vraiment c'est encore plus bizarre à la lecture, il faut vraiment accrocher au délire de l'autrice. Personnellement j'ai adoré, j'ai trouvé que sa manière de cette espèce de magie était totalement absurde et géniale à la fois. Déjà le concept, l'idée est absolument incroyable j'ai trouvé, mais en plus en fait ce que j'adore dans ce livre c'est que c'est super perché. Les personnages ne comprennent pas ce qu'ils font mais ils le font quand même et ça marche quand même, et comme personne ne comprend rien, on devrait pas comprendre non plus, mais quand même on comprend, ça fait sens. Tout passe à travers des espèces d'archétypes, à travers des images, et ça devrait être super incompréhensible. Et en fait si on se laisse prendre au délire de l'autrice, si on accepte et qu'on plonge dans le délire, bah on comprend ce qui se passe et on partage tout ça avec les personnages, et c'est assez incroyable. On est vraiment plongé dans la magie new-yorkaise, dans l'ambiance new-yorkaise. On devient concerné par bah, les petits conflits, les tensions entre les arrondissements, par ce que chaque arrondissement a d'unique, et c'est comme ça qu'ils vont se battre. C'est à chaque fois en faisant ressortir l'essence de la ville de New York, qui est une ville très cosmopolite et très libérale. Bah, c'est avec ça qu'ils vont se battre. Ils vont se battre avec des morceaux de musique, ils vont se battre avec des billets, ils vont se battre avec l'architecture, et ça a l'air complètement perché et vraiment ça l'est, mais ça fonctionne d'une manière ou d'une autre, ça fonctionne, et je pense que c'est là le génie de N.K. Jemisin. Le fait qu'on soit dans la ville de New York, alors moi j'ai pas une grande passion pour l'Amérique, pour New York et tout, c'est pas des choses qui me font envie particulièrement, mais quand on lit Mégapole on a envie d'aller à New York, on a envie de sentir cette ambiance, cette effervescence de la ville, on a envie de faire partie de tout ça, et vraiment j'adore l'ambiance. Voilà, l'ambiance est incroyable dans ce roman. C'est une biologie qui est assez fouillie. Dans le tome 2 ce que j'ai bien aimé c'est que les personnages se sont déjà rencontrés, ils se sont déjà trouvés, et j'adore le trope de la famille recomposée. J'adore ce côté voilà, des amis qui vont se serrer les coudes, qui vont devoir travailler ensemble. Je trouve que c'est toujours hyper touchant. Là notamment j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui sont un petit peu laissés de côté alors qu'on les voyait plus dans le tome 1. Là on va plus se concentrer sur d'autres personnages. Aussi beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme. On a vraiment ces relations entre les personnages qui sont très bienveillantes et qui sont tellement puissantes que bah, c'est un livre qui fait beaucoup de bien à lire. Je viens de penser que je n'ai absolument pas pensé à le dire, mais c'est aussi un livre qui est très engagé politiquement, puisque en fait l'autrice va s'en prendre à toutes les forces conservatrices
tout le racisme systémique, l'autrice va vraiment jeter des pavés dans la mare et j'ai adoré, notamment dans ce tome là on parle de la police, on parle voilà des discriminations en entreprise et c'est vraiment un des sujets au cœur du roman et j'adore, voilà j'adore, c'est toujours fait avec beaucoup d'humour, c'est enfin franchement c'est génial, lisez-le, lisez N.K. Jemisin, c'est vraiment une autrice incroyable qui a des idées incroyables et à chaque fois je suis convaincue par ce qu'elle fait. Donc voilà pour les 3 derniers livres que je voulais vous présenter, voilà pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. Du coup je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.